Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 10 août, veille d'une intense activité programmée au-dessus de notre planète Terre. La tête dans les étoiles, l'espace d'un week-end pour admirer comme chaque année à pareille époque le spectacle nocturne délivré par les étoiles filantes. Pierre Cruzaleb, chercheur au CNRS, nous dévoilera ce soir ses précieux conseils pour ne rien manquer de cet incomparable spectacle nocturne. Sur Terre, nous vous offrirons un tout petit tour de voiture, mais pas comme les autres, en principauté alentour avec la Monaco Classic Rides. Et puis, tout près de la mer, nous nous immiscerons dans les coulisses du musée océanographique avant son ouverture chaque matin au grand public. Le musée, l'un des endroits les plus prisés, on le sait, dans les lieux incontournables lors d'une visite à Monaco. Et vous, au cœur de l'été, quel spot, quels conseils, quel bon plan nous conseillez-vous ? Et puis en fin de journal, nous reviendrons sur la très belle performance du cercle d'échecs de Monte-Carlo, médaillé de bronze lors des championnats d'Europe filles des moins de 18 ans en Roumanie. Mais sans plus tarder, comment ne pas débuter ce journal par ce qui nous attend au-dessus de nos têtes, et ce dès demain, tout savoir sur la nuit des étoiles en compagnie ce soir de Pierre Cruzaleb, chargé de recherche au CNRS. Bonsoir à vous. Bonsoir. Toujours un moment extraordinaire, privilégié dans l'histoire de personnes qui observent comme vous. Notre planète est au-dessus ces fameuses étoiles, ces Perséides. Et comme pour nous, on sait que le week-end du 15 août, en gros, c'est le meilleur moment pour voir les étoiles filantes. C'est le 13 août à peu près, disons une semaine avant et une semaine après le 13 août, que la Terre passe dans un nuage de petites poussières qui ont été laissées par une comète qui s'appelle la comète Swift-Tuttle chaque année. Et on a donc ça peut aller jusqu'à plusieurs étoiles filantes à la minute autour du 13 août, mais ça peut être aussi le 12, le 11. C'est pas le nuage est grand dans le système solaire, donc on va traverser ce nuage plusieurs jours. Donc du coup, je vous engage à observer le ciel tous les soirs entre le 10 août et le 16 août. Et vers quelle heure à peu près? C'est toujours la même heure ou c'est variable? Alors plutôt le début de soirée ou la fin de soirée. Donc ça dépend aussi de l'orientation de la Terre par rapport à l'orbite. Mais c'est plutôt début de soirée, fin de soirée. Bon, généralement, on est debout en début de soirée. Et seuls les astronomes restent debout en fin de soirée. Mais en début de soirée, quand la nuit tombe, c'est le bon moment pour voir jusqu'à minuit les étoiles filantes. Et si on a de la chance, on aura peut-être une pluie d'étoiles filantes. Et il faut surtout se mettre loin des lumières. Il faut éviter toute cette pollution terrestre. Exact. Alors, il faut éviter les pollutions terrestres. Et bon, il faut éviter la pollution de la Lune. Donc, c'est pour ça que là, cette année, c'est bien parce que la Lune, elle est proche de la nouvelle Lune, donc elle est noire, donc elle est pas visible, elle est trop proche du Soleil. Mais il faut s'éloigner des villes. Donc, le mieux, c'est d'aller en montagne quand on peut le faire. Alors, dans notre région, on a de la chance. On a la montagne pas trop loin, donc on peut aller facilement dans l'arrière-pays. Mais sinon, il faut aller dans des villes qui soient pas trop illuminées. Donc, si vous observez en plein milieu de Nice, par exemple, vous allez voir peut-être une ou deux étoiles filantes, mais pas plus, et une dizaine d'étoiles dans le ciel. Si vous vous éloignez un peu, vous pouvez avoir une centaine d'étoiles. Alors, certaines mairies, municipalités, comme celle de Valbonne, éteignent les lumières. Ce qui va être le cas le 11 août sur Valbonne. On va faire éteindre les lumières autour du site d'observation. Donc, une partie du village sera éteinte, et donc on pourra mieux voir les étoiles à l'œil nu. L'œil nu, et il faut mettre du temps. Il y a un petit laps de temps quand même pour qu'on s'habitue au noir, quoi, quelque part. Voilà, pour s'habituer au noir, il faut 15-20 minutes. Les étoiles filantes, elles peuvent être brillantes comme les plus brillantes étoiles, donc voire même brillantes comme les planètes. Donc, on aura par exemple Saturne qui sera en train de se lever côté est vendredi, et en ce moment, elle se lève vers 10 heures du soir. Donc, on peut avoir des étoiles filantes aussi brillantes. Là, ce qu'il faut faire pour bien les voir, c'est se fixer une pointe du ciel, par exemple, regarder vers l'est, et puis et ne pas bouger, et rester comme ça, et se fixer, par exemple, un qui regarde l'est, un qui regarde le sud, un qui regarde l'ouest, un qui regarde au-dessus de la tête au zénith. Donc se partager un peu, si on est plusieurs, une zone du ciel à regarder, et essayer de compter les étoiles filantes qu'on va voir dans un quart d'heure, par exemple. Je prends ma petite couverture, je prends un portable équipé, plutôt que de tenter de faire une photo qui va éclairer tout le monde. Je ne bouge pas. Je pars plutôt avec des camarades parce que comme ça, tout le monde peut regarder à droite, à gauche. Et j'attends que ça vienne entre le 11, 12, 13. On est bien d'accord? Oui. C'est les nuits des étoiles cette année, c'est 11, 12, 13. Mais donc, profitez-en. Vendredi, samedi, dimanche. Vous pouvez tranquillement regarder le ciel. C'est très rapide, une étoile filante. C'est une seconde, une demi-seconde, deux secondes les plus longues, 2-3 secondes. Si on a de la chance, on en verra même qui peuvent passer dans le ciel et puis exploser.
qu'on appelle ça des bolides. Ça peut arriver. Si on est en dehors des villes et peut-être en montagne, on aura peut-être la chance d'entendre le bruit d'un bolide qui explose. Ça peut arriver, c'est très très rare. Oh, c'est rare ça. Mais ça peut arriver. L'étoile filante, c'est des petits cailloux. Hein. Retrouver les traces des petits cailloux au sol, donc retrouver les météorites au sol, qui sont les restes d'étoiles filantes, ça c'est difficile parce que il faut être dans une zone. Nous, on est dans des zones montagneuses avec des forêts, avec la mer pas loin, donc ça disparaît très vite. Il faut être proche des déserts. Si vous êtes dans le désert du Sahara, par exemple, vous pouvez retrouver des météorites. On va essayer de profiter Voilà. de cette pluie d'étoiles filantes pendant ce beau week-end au-dessus de chez nous, au-dessus de Monaco Voilà, et de sa région. Merci en tout cas d'avoir été aussi complet. C'était un pur bonheur de vous avoir avec nous ce soir sur Monaco Info. Bonne nuit des étoiles en tout cas. Avec plaisir et à bientôt. Et à noter que le 24 août prochain, au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, se déroulera une soirée spéciale consacrée justement aux étoiles, à leurs secrets. Animations et conférences sont prévues pour l'occasion. Au ras du sol, désormais, de notre bonne vieille planète Terre, petit bonheur de découvrir la principauté en automobile. Mais pas avec n'importe quelle monture. La Monaco Classic Ride vous propose en effet un concept original de visite guidée en voiture électrique vintage. Balade signée ce soir Frédéric Lyon sur des images d'Hugo Comassa. Monaco et le sport auto sont étroitement liés, avec notamment le Grand Prix de Formule 1 ou encore le Rallye Monte-Carlo. En cette période estivale, Monaco Classic Rides propose de faire découvrir la principauté à travers l'automobile avec des visites guidées au volant de répliques électriques de Formule 1 des années 30. On propose 4 formules, puis après à la carte. Et la première formule, c'est le Grand Prix de Monaco. C'est celle qui marche le mieux. Donc ça dure à peu près entre 15 et 20 minutes. Ensuite, on a une 40 minutes. Là, on fait Monaco, la Pinède à Cap d'Aille. On voit en fonction de la circulation, ou alors on fait tout Monaco. Et ensuite, on a des tours de 1 heure, 1 heure et demie. Alors là, c'est soit le Golfe, soit le Fort de la Revers, descente par Beaulieu. Voilà, tout ce qui est avec des panoramas sur Monaco qui sont toujours, comme vous le savez, incroyables, quoi. Il est possible de piloter ces 3 Da Vinci, de profiter de la balade en tant que passager ou de partir sur la route à 2, précédé par une voiture de Monaco Classic Rides. Le départ et l'arrivée se font au niveau de l'avenue de Monte-Carlo. C'était une très bonne expérience, c'était vraiment sympa de pouvoir faire ça. C'était assez facile à conduire et je pense que c'est une chose qui arrive une fois comme ça, donc très cool. On était perplexe sur l'électrique, mais pour se balader, c'est vraiment top. Vous vous êtes rendu compte, vous avez eu la chance d'être sur le circuit de la fin, c'est un truc de fou, non? Tout à fait, oui. Et puis faire le tour, toit sans toit et tout, c'est vraiment parfait, quoi. On découvre bien Monaco, c'est nickel. Vous avez jusqu'à la fin du mois de septembre pour découvrir ce concept de visite guidée à bord de répliques électriques de Formule 1 des années 30. Ah, belle idée cette petite balade en voiture, décapotable de surcroît. Et vous, tiens, quels sont vos petits secrets, vos bons plans pour découvrir cet été la principauté autrement? Nous sommes au Calais ce midi à votre rencontre. Ici à Monaco, il y a tout qui est beau, hein. Il faut le dire franchement. Mais il faudrait qu'ils visitent le musée. En ce moment, il y a une exposition au Gemini Forum qui est magnifique. Un lieu incontournable, ce sera sur le Rocher, le Palais et le détour sur les vieilles ruelles du Rocher. L'Arc Auto maintenant qui a changé, ça c'est une bonne chose aussi. La place du Casino pour les amateurs de belles voitures, de luxe et des boutiques. Il y a le Palais, il y a le musée. Déjà Monaco-Ville parce que c'est la partie ancienne de Monaco, la plus traditionnelle. Et de faire une promenade même dans les ruelles de la Condamine parce que c'est la partie aussi un peu historique. Après, bien entendu, Monte-Carlo est intéressant, mais peut-être ça reste quand même les 2 quartiers les plus anciens de Monaco. C'est un lieu de passage incontournable pour toute visite en principauté. Pas moins de 650 000 visiteurs chaque année. Le musée océanographique de Monaco. Et grâce à Juliette Rappert et Olivier Bonello, vous allez pouvoir découvrir les coulisses de cet endroit emblématique et ce, juste avant l'ouverture chaque matin au grand public. Il est 8h, le musée océanographique est encore fermé au public. Cependant, les 131 employés s'activent pour nettoyer les 90 bassins avant l'arrivée des visiteurs, nombreux en cette période estivale. Tous les membres de l'équipe vont dans leur secteur, passent un moment assez long à observer les poissons, vérifier que tout se passe bien via un contrôle visuel. Et après commencent les tâches d'entretien au quotidien,
Entretien du matériel, entretien des bassins, nettoyage, contrôle, check-up. En fait, on fait beaucoup d'opérations d'entretien au niveau des aquariums, comme tous les gens qui travaillent avec des animaux. Après un état des lieux des bassins sur les différents logiciels, les aquariologistes préparent le nourrissage de la tortue marine, visible en extérieur, pour sensibiliser le public aux dangers que peut rencontrer cette espèce. On la nourrit donc une fois par jour, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Et tous les jours, en fait, la nourriture va différer. Donc là, aujourd'hui, on a donné des filets de poisson. Demain, elle aura du maquereau ou des calamars. Elle est née en 2011 à Marineland. Et donc Marineland nous la prête afin de sensibiliser le public sur la protection des tortues. Donc c'est une tortue qui est née en captivité et qui ne pourra donc pas retourner en mer par la suite. Et là, je vais lui donner la salade. C'est important de sensibiliser le public sur les tortues que l'on ne peut pas forcément voir tous les jours en mer et leur faire comprendre qu'il faut faire attention à l'environnement marin parce que ça peut impacter directement les tortues du coup. Samy la tortue est rassasié autour du grand bassin des requins d'être vérifié. C'est une bonne occasion pour nous justement d'approcher les animaux, de voir leur comportement. Des fois, à la fin de la plongée, on reste 5 minutes pour les observer, vérifier que tout ça aille bien, qu'il n'y ait pas de comportements anormaux. Puis remettre des pierres s'il y a des pierres qui sont décrochées ou voilà, refaire un petit peu le décor. La sensibilisation se fait dès le plus jeune âge et pour cela, le musée propose un stage d'une semaine au club Océano. On a fait le nourrissage, on a fait un peu le bassin tactile et on est allé préparer la nourriture pour les poissons. Il y a énormément de pédagogie qui est faite vis-à-vis des enfants par rapport à la préservation de l'environnement marin. Et les équipes sont très professionnelles et s'occupent très bien des enfants pendant tout le stage. Donc il y a énormément d'ateliers, comme vous parlez mon fils à l'instant, où ils font de la préparation pour le nourrissage, ils font du nourrissage. On leur explique les différents types d'espèces, on leur permet de les toucher, de leur donner à manger. Et effectivement, encore une fois, on les sensibilise sur la préservation de la faune marine par rapport à des attitudes à avoir. Donc c'est important et c'est intéressant. Avant l'arrivée des visiteurs à 9h30, petit tour dans les réserves interdites au public où se trouvent les bassins de reproduction du corail, mais surtout du ludjan. En ce moment, on travaille sur une espèce de ludjan dans le but de pouvoir repeupler nos aquariums avec en objectif pouvoir s'affranchir des importations et travailler sur les espèces, sur les animaux issus de la reproduction en captivité. Et ça y est, il est 9h30, le musée océanographique ouvre ses portes, la journée peut enfin démarrer. La belle santé cette fois, le bel avenir du cercle d'échecs de Monte-Carlo, avec il y a 15 jours chez les filles au championnat d'Europe des moins de 18 ans, la très belle médaille de bronze obtenue par notre équipe, nos 3 représentantes monégasques, dont Fiorina Berezovski, tout juste 15 ans, qui est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver parce qu'avec l'équipe de Monaco, vous avez réalisé une très belle performance en Roumanie, c'était il y a 15 jours à peine. Vous avez terminé 3e derrière la Pologne et Israël en équipe, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Très belle équipe avec des demoiselles, des garçons toujours. C'est un peu mélangé les échecs, mais c'est ça qui est bien parce qu'on a l'impression qu'il y a le même niveau. Oui, du coup, les échecs c'est mixte. Il y a beaucoup de tournois comme des Open où on peut jouer les garçons avec les filles, mais aussi parfois c'est par catégorie. Du coup, vraiment ça dépend du tournoi. Vous êtes une jeune championne. Il y a une série qui ne nous a pas échappé, surtout à nous quand on aime les échecs, vous en tant que championne, qui était sur Netflix, c'est le jeu de la dame, le Queen's Gambit. Ah oui, The Queen's Gambit. Vous, ça ne vous a pas inspiré parce que vous jouiez déjà, vous avez commencé à quel âge? Moi j'ai commencé les échecs quand j'avais 6 ans. D'accord, c'est les parents souvent, bien sûr. Ouais, parce que mes parents ils se sont rencontrés à un tournoi d'échecs, du coup c'était juste logique pour moi d'essayer de jouer aux échecs et voilà, c'est pour ça que j'ai commencé. Et cette série, elle est à peu près réelle, c'est-à-dire qu'elle est proche de la réalité, ce combat d'une jeune femme par rapport aux garçons? Bien sûr, ils ont un peu exagéré, mais ils ont bien mis en lumière comment la femme elle joue aux échecs. Et surtout, parfois, il y a des tournois où il n'y a que des hommes. Et du coup, moi, quand j'étais petite, parfois, je jouais contre des adultes et c'était des hommes. Et du coup, tout le monde te regarde un peu parce que t'es la seule fille. Du coup, voilà. Et ça a beaucoup changé aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Vous jouez aussi, ce qui est toujours impressionnant, en partie éclair, en blitz, c'est-à-dire ça joue très vite par rapport à... Oui, voilà, maintenant les échecs ils sont de plus en plus accélérés. Avant c'était classique et maintenant il y a beaucoup de tournois qui sont blitz, du coup juste quelques minutes pour chacun.
Et parce qu'on le voit dans The Queen Gambit ou pour vous-même, je pense, jeune championne que vous êtes avec les personnes qui composent le cercle d'échecs de Monte-Carlo, généralement les échecs, c'est très très lent, c'est très très long avec ce petit buzzer qu'il faut appuyer à chaque fois. Ouais, enfin ma plus longue partie c'était 6h30. 6h et demie, ouais. 6h30, c'est une concentration extrême, c'est presque le plus dur finalement, c'est de tenir physiquement? Oui, voilà, en vrai c'est très physique quand même parce que tu dois totalement te concentrer et juste être tout le temps dans le jeu en fait, du coup, et comme c'est très long, c'est très difficile. Qu'est-ce que vous faites par exemple dans l'attaque, la première quand vous avez les blancs par exemple par rapport aux noirs puisque c'est vous qui débutez? C'est quoi votre tactique entre vous et moi? Vous mettez un petit pion sur le côté ou c'est un pion devant? Allez. Déjà, c'est mieux de mettre les pions dans le centre parce que c'est comme dans des combats, si tu as tous tes soldats dans le centre, tu peux plus contrôler de tous les côtés. Et c'est comme aux échecs, du coup, si tu mets bien tes pièces dans le centre et que tu développes tes pièces et que tu attaques, c'est plus facile à gagner. Le rêve ultime quand on est une jeune fille comme vous, c'est déjà, il faut faire des études en parallèle parce que ça vous nourrit, vous gagnez de l'argent avec les tournois d'échecs, vous allez gagner assez d'argent pour vivre? En vrai, les échecs, je pense quand on gagne, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent, ça dépend que peut-être vraiment dans les très hauts niveaux, mais j'aime quand même jouer aux échecs, voilà. Et pour être complet, il y a un rêve ultime quand on joue aux échecs, c'est de devenir championne du monde, j'imagine, championne olympique. Championne olympique aussi. Qui sait, parce que vous avez fait des Olympiades, parce que je sais que vous œuvrez aussi pour la paix dans le monde, avec Peace and Sport. Est-ce que le plus grand titre pour une joueuse d'échecs, c'est d'être appelé maître partout quand on joue, c'est d'être grand maître même? Ouais, grand maître, c'est de quoi rêvent tous les joueurs d'échecs. Et aussi, même quand j'étais petite, je voulais toujours être championne du monde des échecs. Du coup, c'est quelque chose que je pense que tous les petits veulent accomplir. En tout cas, hâte de vous retrouver sur Monaco Info dans la tenue de grand maître, bien sûr. Oui. Merci Fiorina d'avoir été avec nous. Continuez bien et plein de belles choses pour l'Europe, pour le monde. Merci beaucoup. Et les Olympiades aussi, puisque je sais que vous y participez. Merci à vous. Oui, merci. Les sports toujours, et dans le cadre de la préparation à la prochaine Coupe du Monde de basket, la très belle victoire 90-72 de l'équipe de France hier face à la Lituanie de notre pivot monégasque Donatas Motiejunas, 4 points seulement et beaucoup de frustration. Côté équipe de France, les joueurs de la Roca Team, eux, ont fait leur match. Un bon match d'ailleurs pour Tarpey, 15 points, Okobo à 6, Ouattara à 5 et Makundu, 2 points sur la fin de rencontre pour les Bleus. Et ce, sous les yeux du président monégasque présent là-bas à Orléans, Alexei Fedorichev. La suite des concerts gratuits du mercredi au Square Gasto organisés par la mairie de Monaco, c'est tous les 15 jours. Après la salsa et les polyphonies corses, c'était le temps hier de la country avant de se déhancher la prochaine fois sur du zouk le 23 août prochain dès 19h30. Et puis ce soir, vous allez découvrir ou revoir une méthode qui fait du bien, la méthode Wim Hof, ou comment affronter le froid pour diminuer le stress. Thierry Villette, instructeur breveté de cette méthode, avait donné rendez-vous à plus d'une quarantaine de personnes pour s'essayer à cette expérience avec ces bains glacés. Voici le reportage de Juliette Rappert et de Thomas Deus. 0 degré, c'est la température du bassin dans lequel Thierry Villette et les adeptes de la méthode Wim Hof se sont baignés. Cette pratique a pour but de repousser ses limites, gérer le stress et renforcer le système immunitaire. L'idéal, quand on est seul en tous les cas, pas avec d'autres personnes, on peut pratiquer ça en rivière. Bien évidemment, il faut que l'eau soit quand même glacée, entre 0 et 4 degrés. Chez soi, avec la douche froide, qui est très très bien pour commencer. On commence par 15 secondes la première semaine, 30 secondes la deuxième et 45 la troisième. Une méthode qui vient tout droit d'un néerlandais du même nom, Wim Hof, surnommé l'homme de glace, mais avant de rentrer dans l'eau, il faut de la préparation. Comme dans toute pratique, j'ai envie de dire un petit peu, entre guillemets, spectaculaire, cette préparation, c'est vraiment l'équivalent de l'échauffement, si vous voulez, à travers la respiration, des cycles de respiration. Là, juste après, on va faire 6 cycles de 30 respirations. On va venir suroxygéner le corps pour le mettre en condition et on va partir dans des rétentions d'une à 1 minute et demie à peu près. Et après ça, les gens seront prêts à rentrer dans l'eau glacée. Les exercices d'hyperventilation facilitent l'entrée dans l'eau par l'augmentation de la saturation du sang en oxygène et stimulent la libération d'hormones du bien-être. En fait, quand on est dans l'eau glacée, on est apaisé. Je pense que c'est le moment où je suis vraiment apaisée, où je suis détendue
et où on se ressent vraiment nous-mêmes. Quand on commence, en fait, il faut y aller tout doucement et il faut, je pense, pas avoir d'ego et écouter vraiment l'instructeur et les consignes qu'il fait, les exercices respiratoires. Et après, il y a des exercices aussi pour réchauffer le corps pour après, pour pas grelotter. Une méthode souvent utilisée par les sportifs de haut niveau, mais qui peut être pratiquée par tout le monde. Le tout est d'écouter son corps et de ne pas se forcer. Le temps de ces prochaines heures, c'est avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le temps restera très agréable durant la journée malgré quelques nuages insignifiants. Les températures oscilleront de 23 à 29 degrés. Le soleil se lèvera à 6h28 et se couchera à 20h42 et nous fêterons l'éclair. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour et une promenade en voiture, donc fort appréciée, vous l'avez vu, en ce bel été en principauté avec la Monaco Classic Rides. Les photos ce soir sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.